Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est obligé d'enchaîner parce qu'il y a des conférences qui se succèdent, il faut aller très très vite. Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Alors on va parler aujourd'hui d'outils de gestion et d'outils marketing qu'il faut remettre au goût du jour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une inflation qui a démarré en fin 2022, qui s'est stabilisée en 2024, mais stabilisée à un niveau très haut, qui ne reviendra jamais d'ailleurs à 2019. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut monter chirurgicalement les cartes de restaurant en termes de produits et en termes de prix. Deux, il y a un turnover dans la restauration qui est dramatique. On vole en France à 78% de turnover dans la restauration. 78%. Petite anecdote, la semaine dernière, j'ai rencontré un patron d'un grand réseau de restauration que je ne citerai pas qui me dit 78%. Waouh, nous on est à 235%. Vous vous rendez compte que faire tourner 2,5 fois son entreprise, son staff, en l'espace d'un an, c'est dramatique. Et on a travaillé avec de nombreux HEC, vous savez, des subdeco, des écoles d'ingénieurs qui ont monté des restaurants ces 10 dernières années, qui me disent mais le turnover coûte une fortune dans l'entreprise. Mais bien sûr que ça coûte une fortune, parce que pendant qu'on recrute, qu'on forme, et que la personne s'en va, et qu'on recrute et qu'on reforme, on ne pense qu'au RH, quoi. Bref, il faut fidéliser aujourd'hui un personnel compétent et efficace. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que c'est un métier qui se doit de se professionnaliser. Il y a 92% des restaurants en France qui sont pilotés par des autodidactes. J'ai rien contre les autodidactes, j'en suis un. Sauf qu'un autodidacte n'a pas été formé au management, à la gestion, au marketing, à la communication, à la finance. Et c'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui avec le niveau de défaillance que nous avons. Alors, je vous ai amené aujourd'hui 7 outils. Il y en a beaucoup plus, mais je vous ai amené les 7 outils fondamentaux qu'il faut vraiment rétablir dans la gestion d'un restaurant. D'abord, c'est de vous donner les ratios moyens France de la restauration. Il y a un ratio qu'il faut suivre dans la restauration, c'est ce qu'on appelle le prime cost. Le prime cost, c'est quoi? C'est l'addition de mes frais de personnel plus de mon coût matière, ça s'appelle le prime cost. Alors vous regarderez à l'extrême gauche, vous avez la gastronomie qui vole à 85% de prime cost. Et à l'extrême droite, vous avez la restauration rapide fast-food qui vole à 44%. Je ne sais pas si vous voyez, ça les oblige à faire beaucoup de volume là, et ils en font. Et puis, si je retourne à l'extrême gauche, il faut savoir qu'un 3 étoiles au guide Michelin, je dis bien un 3 étoiles, pas un 2, pas un 3 étoiles vole à 103, 107%. Ça veut dire que quand un 3 étoiles ouvre ses portes le matin, il a déjà commencé à perdre de l'argent. Vous allez me dire, c'est de la folie, pourquoi on continue à faire ça? C'est pour ça qu'ils font de la télé, qu'ils font des bouquins, qu'ils font du conseil, parce qu'un 3 étoiles isolé ne peut pas gagner de l'argent. Et comment il faudrait faire pour gagner de l'argent? Il faudrait vendre beaucoup plus cher que ce qu'ils vendent aujourd'hui, ce qui serait complètement dissuasif. Déjà qu'aujourd'hui, un 3 étoiles, c'est 320 € de ticket moyen. On ne peut pas monter à 400 ou 500 € par tête, ça devient ridicule. Donc, 1, les ratios. 2, le ticket moyen théorique. Je ne sais pas si vous savez, mais il est possible, dans la restauration aujourd'hui, de vérifier mathématiquement si vos clients sont en confiance avec votre carte et avec vous. Équation. Vous faites la somme des prix de vente de tout ce qui fait office sur votre plat, sur votre carte. Je dis bien la somme des prix de vente de tous les plats. Et uniquement les plats. Autrement dit, vous ne prenez pas les entrées, vous ne prenez pas les desserts, vous ne prenez pas les liquides, vous ne prenez pas les menus. Ok. Vous le divisez par le nombre de plats, ça vous donne le prix moyen d'un plat. Jusque-là, c'est bon, j'espère que tout le monde suit, c'est facile. Ce que vous trouvez, vous le multipliez par 2 et vous trouvez le ticket moyen théorique. Alors on me dit, mais d'où tu sors ce x2? Le x2 d'un ticket moyen, d'un prix moyen plat, ça veut dire que les clients dans la restauration, s'ils se sentent bien, dépensent 2 fois le prix moyen de votre plat entre toutes les périphériques, apéro, pas apéro, entrée, dessert, etc. 3 possibilités, parce qu'après il faut le comparer avec votre ticket moyen réel, évidemment. 3 possibilités, ticket moyen théorique égale ticket moyen réel. Alors là, bravo. En 35 ans de Jira, j'ai jamais vu ça. Mais bon, ça peut vous arriver, j'espère que ça vous arrive.
Deuxième possibilité, si vous trouvez que votre ticket moyen réel est en dessous de votre ticket moyen théorique, énorme danger. Ça veut dire que vos clients vous tirent vers le bas, ils ne sont pas en confiance avec vous, ils vont chercher les plats les moins chers, les formules les moins chères. Et là, il faut intervenir très très vite sur la carte. Ça s'appelle un repositionnement marketing et stratégique. Troisième possibilité, et celle-là je vous la souhaite, on la trouve de temps en temps dans nos études, ticket moyen réel supérieur à mon ticket moyen théorique. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos clients sont en confiance totale avec vous, ils en redemandent, vous pouvez monter en gamme et vous pouvez même augmenter vos prix parce que vos prix sont justifiés. Et là, c'est bon. Faites le calcul, c'est hyper intéressant de le faire. Alors attention, ce calcul du ticket moyen théorique ne fonctionne pas si dans la salle il y a des fast-food. Ça fonctionne uniquement avec la restauration traditionnelle avec service à table. Enfin, traditionnelle. Une pizzeria, ça fonctionne. Ça ne marche pas pour la restauration rapide. Troisième outil, les taux de prise. Alors, les taux de prise, c'est hyper important. En France, par exemple, à gauche, vous avez l'information comme quoi qu'en France, quand on est dans un restaurant, il y a 30% des clients qui prennent des entrées, 100% des clients qui prennent un plat, ça me semble assez logique, et 55% des clients qui prennent un dessert. Je ne sais pas si vous savez, mais les Français, la France, nous sommes 3 fois plus plat dessert que la moyenne européenne et mondiale. Nous voulons terminer par du sucré, contrairement aux anglo-saxons qui sont plutôt entrée-plat. D'où d'ailleurs en France le succès du café gourmand. Et les nutritionnistes me disent c'est de la folie le café gourmand, il vaut mieux que tu manges un dessert qu'un café gourmand. Je referme la parenthèse. Et à droite, vous avez la proportion de liquide et de solide. En France, on vole à 25% de liquide pour 75% de solide. Mais on a des concepts de restaurants qui sont à près de 50% de liquide, 50% de solide. Ce sont des restaurants qui ont une spécialité, par exemple, comme le vin. Je ne sais pas si vous connaissez le concept qui s'appelle les 110 de Taïwan. Les 110 de Taïwan, c'est un concept, la clé d'entrée, c'est le verre de vin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les 110, parce qu'ils sont 110 verres de vin. La clé d'entrée, c'est le vin. Et quand les gens viennent là, ils ne viennent pas pour la blanquette de veau qui est à la carte, ils viennent pour se faire des vins au verre de très très haut niveau. Le premier verre est à 7 € et le dernier verre là-haut est à, j'espère que vous êtes bien assis, à 97 €. Mais là, vous tapez dans des très très grands vins et il y a même des gens qui vont faire des photos avec un Romanée Conti 1961 parce qu'on ne l'avait jamais vu en vrai. Etc. Donc c'est très instagrammable, c'est du très très haut niveau. Mais grosso modo, c'est 25-75. Il y a un autre outil, alors celui-là, ça fait partie de mes outils préférés, qui est malheureusement pas assez utilisé dans la restauration, c'est ce qu'on appelle la matrice BCG, Boston Consulting Group. C'est le croisement des ventes de mes produits, en bas, la popularité, avec la marge de ces produits. Vous avez là 3 possibilités. La contribution à la marge de ces produits. C'est-à-dire qu'il faut le faire sur chacun de vos produits de la carte et ensuite les positionner sur cet échiquier. D'accord? Donc il y a 4 possibilités. Première possibilité, j'ai un produit qui se vend beaucoup, sur lequel je gagne beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on l'appelle une vedette. C'est un produit qu'il faut chouchouter, c'est un produit qu'il faut surveiller, c'est un produit où il ne faut sûrement pas l'augmenter, parce qu'il se pourrait bien qu'il fasse un carton parce qu'il est au juste prix, donc il ne faudrait pas casser ça. Et il faut continuer à acheter correctement la matière première de ce produit, parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Bon, c'est rare les vedettes sur les cartes, mais il y en a. C'est généralement le plat signature ou la spécialité de la maison. Deuxième possibilité, je vends beaucoup d'un produit sur lequel je ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors là, il y a un problème. C'est soit il se vend beaucoup parce qu'il n'est pas au prix et il n'est pas cher, soit j'achète mal. Il faut regarder l'un des deux. Troisième possibilité, je gagne beaucoup d'argent sur un produit que je ne vends pas. Et ça arrive, hein, je gagne beaucoup d'argent sur un produit que je ne vends pas. Mais il faut se poser la question, pourquoi je ne le vends pas? Alors, est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que les gens n'aiment pas? Ça peut être ça.
Mais peut-être qu'il est trop cher. C'est pour ça que je gagne beaucoup d'argent. Il est beaucoup trop cher. Donc il faut sûrement rectifier le prix de vente de ce produit. Et alors la quatrième possibilité que j'adore, c'est je ne gagne pas d'argent sur un produit que je ne vends pas. Et je dis au restaurateur, mais qu'est-ce qu'on attend pour le virer de la carte, quoi? On ne va pas se trimballer ce produit. Virez-le de la carte. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, mais ils me disent, oui, mais je le garde parce que Madame Michu, le dimanche, elle l'aime bien. Bah d'accord, ok. Bah, Madame Michu, bah, elle ira manger ailleurs, je suis désolé. Vous vous rendez compte, on garde un produit qu'on ne vend pas, sur lequel on ne gagne pas d'argent. Autre règle, alors ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., ont dû entendre qu'à plusieurs reprises, on dit qu'aujourd'hui, il faut raccourcir les cartes. Une carte longue, c'est suspicieux. Plus une carte est longue, plus le consommateur se dit il y a de grandes chances qu'il ne fabrique pas derrière ce mur. Il n'a pas tort, le consommateur. Bref, donc il faut raccourcir les cartes. Mais si on raccourcit les cartes, il faut augmenter la vitesse de rotation. OK. Et beaucoup de restaurateurs me disent OK, on va réduire notre carte. Mais comment je réduis ma carte? Eh bien, avec la loi des 20-80. Faites vos stades de vente. Je suis intimement persuadé que dans vos restaurants, vous avez 20% de vos références qui font 80% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait avec les 80 autres pourcents qu'on se trimballe en mise en place sur la carte, dans la prise de commande, etc., etc. Et je peux vous assurer que, je vais vous donner un exemple, à La Roche-sur-Yon, on a une brasserie qui est leader dans la région, qui m'appelle et qui me dit ah ouais, il paraît qu'il faut réduire la carte, est-ce que tu peux venir nous aider? J'arrive, je prends sa carte, il est à 93 références solides. 93 références solides, hors liquide. Alors je lui ai dit on va descendre à 50, il a eu des sueurs froides. Et on est descendu à 50 et il ne se passe rien d'ailleurs. Et il y a quelques années, il m'a rappelé, il m'a dit et si on descendait à 20? Vous vous rendez compte? 93, 20. Le client n'a jamais demandé à avoir un choix énorme. Il n'a jamais demandé ça. C'est le restaurateur qui pense que ça fait plaisir, que tout le monde y trouve. Bref. Respectons la loi des 20-80. Alors ensuite, il y a un autre outil qui s'appelle l'ouverture de gamme. Alors l'ouverture de gamme, c'est très intéressant et c'est facile à vérifier. Gamme par gamme, vous prenez vos entrées, vous prenez vos plats, vous prenez vos desserts. Vous prenez dans chacune des gammes le prix le plus bas et le prix le plus haut. Jusque-là, tout va bien. Ça vous donne un coefficient multiplicateur de prix. Jusque-là, tout va bien. La règle dit qu'il ne faut pas avoir une gamme plus ouverte que 1,8 à 2. Alors là, dans notre cas, les entrées 2,12, ça va, on ne va pas chipoter, c'est bon. Par contre, 3,18 dans les plats, c'est beaucoup trop ouvert. Alors on me dit souvent, mais pourquoi il ne faut pas ouvrir? Parce que plus vous ouvrez, plus vous risquez de perdre vos clients vers les extrémités. Pas cher, cher. Et puis il y a un problème de perception si on ouvre beaucoup en termes de prix. Donc il faut resserrer. Le meilleur, par exemple les desserts, là c'est parfait. 1,83 c'est parfait. L'idéal, je vous dis, c'est 2. De tout ouvrir à 2 pour n'ait pas de risque. Il y a une autre règle que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la dispersion des prix. Je m'explique. Vous prenez encore une gamme. Vous prenez le prix le moins cher et le prix le plus cher, comme l'ouverture de gamme tout à l'heure. Sauf que vous faites 3 zones identiques. Alors pour faire 3 zones identiques mathématiquement, c'est très simple. Vous prenez le prix le plus haut moins le prix le plus bas et vous divisez par 3, ça vous donne vos 3 zones. Bon, ok, jusque-là, c'est juste de la représentation graphique. Une fois que vous avez fait ça, ce qui vous donne une tranche basse, une tranche haute et une tranche médiane, vous comptez le nombre de plats, parce que c'est par gamme, ou d'entrée ou de dessert, que vous avez dans chacune des tranches. Jusque-là, tout va bien. La règle dit, et ça c'est vachement important à respecter, que la somme des plats de la tranche haute plus la tranche basse doit être égale au nombre de la tranche médiane. Dans mon cas qui est là, 6 plus 1 égale 0, c'est une catastrophe. On tire le client, on l'emmène vers le bas mécaniquement. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi j'emmène mes clients vers le bas avec mes 6 plats
dans la tranche basse. Je sais pas. La dispersion des prix, plus l'ouverture de gamme, je vous assure, ça permet véritablement de monter une carte de plus en plus, je disais tout à l'heure, chirurgicalement. C'est une précision implacable. Et à chaque fois qu'on ouvre correctement, et à chaque fois qu'on fait la dispersion des prix correctement, je peux vous assurer que le consommateur, comme par hasard, il va basculer dans le côté confiance dont je vous parlais tout à l'heure. OK ? Moi, j'en ai fini pour les outils. Et je voudrais juste vous terminer parce que le salon m'a dit « Oh, tu peux quand même dire 2-3 mots de ce qui se passe sur le marché de la restauration. » Alors, je vais vous dire ce qui se passe sur le marché de la restauration. La restauration en France est un marché qui est extrêmement porteur. Je répète, extrêmement porteur, contrairement à tout ce qu'on peut entendre. Alors, il y en a qui me disent « Ouais, c'est parce que les gens mangeront tout le temps. » Non, parce qu'on n'est pas obligé de manger au restaurant. La sortie au restaurant, la France est l'un des rares pays au monde où la sortie au restaurant est un moment de partage, de plaisir et de convivialité, sur lesquels les Français n'aiment pas trop arbitrer dans leurs dépenses de ménage, sur lesquels ils arbitrent en ce moment à cause du problème de pouvoir d'achat que nous avons tous, y compris les CSP+. Donc le marché est porteur pour cette raison. Mais il est porteur aussi pour deux autres raisons beaucoup plus concrètes. C'est que le taux de retour à domicile le midi en semaine s'effondre partout en France. Nous travaillons de plus en plus loin de notre domicile, où nous habitons de plus en plus loin de notre lieu de travail. Nous avons de moins en moins de temps. L'expression entre midi et 2, elle n'a plus de sens aujourd'hui. Ça n'existe plus entre midi et 2. Le taux de retour à domicile à Paris est de 0,2%. Normal, la plupart des gens qui bossent à Paris n'habitent pas à Paris. Le taux de retour à domicile à Limoges était de 70% il y a 15 ans, il est tombé à 22% aujourd'hui. Autrement dit, même eux rentrent de moins en moins. Alors qu'ils peuvent traverser Limoges à midi et demi à une vitesse, c'est parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des employeurs qui raccourcissent la pause déjeuner. Et puis dans la pause déjeuner, il n'y a pas que le moment où je mange, il y a le moment pour y aller, le moment pour revenir. Et puis, j'ai pas le temps de rentrer à la maison. Et puis à quoi sert de rentrer parce que mon frigo est vide, etc. Donc on est dans une spirale où le business du midi est explosif. Le soir et le week-end, c'est une autre raison. Le soir et le week-end, et ça va peut-être vous étonner, les Français savent de moins en moins cuisiner et c'est vraiment, vraiment pas prêt de s'arranger. Alors, il y a encore des gens qui savent cuisiner, mais eux prennent aussi de moins en moins de temps. Et puis je vais vous dire, pour cuisiner, il faut du temps, il faut du matériel, il faut de l'espace et il faut du matériel, je l'ai dit. Donc pour ces trois raisons-là, le marché est explosif. Et je terminerai par vous donner un chiffre en exclusivité Food Hotel Tech, parce que nos chiffres sortent comme tous les ans au mois de mai. La restauration en France en 2024, parce que là on parle bien de 2024, serait, je dis serait parce que ce n'est pas à consolider, mais ça ne va pas bouger considérablement, à plus 7% sur l'année 2023. Plus 7% par rapport à 2023. C'est colossal. C'est colossal. Ça veut dire que nous sortons de plus en plus à l'extérieur pour dépenser. Mais la fréquentation a légèrement régressé. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a progressé? C'est notre dépense moyenne. Et la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que notre dépense moyenne a augmenté parce qu'on s'est pris une inflation colossale? Ou est-ce que notre dépense moyenne a augmenté parce qu'on a été tellement frustré pendant la période Covid de ne pas se faire plaisir, d'aller boire des coups, d'aller déjeuner, que là, on a un rattrapage de plaisir. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense aussi que la répercussion de l'inflation, qui, je vous le rappelle, a été de 22% dans la restauration, dans les matières de la restauration, 22%, a été, à mon sens, chez certains, un peu trop répercutée. Nous sommes aujourd'hui dans une période où la restauration est devenue chère. Et je ne parle pas du restaurant du coin,
Je parle du fast-food, je ne citerai pas de marque. Le leader du fast-food mondial qui est chez nous a aujourd'hui des prix très élevés en France, très élevés. Et je dirais la même chose de la gastronomie, quoiqu'elle a été plus raisonnable dans la répercussion. Mais aujourd'hui, sortir au restaurant, c'est un budget. Ça coûte cher. Et alors, je ne vous parle pas de la livraison. Alors là, la livraison, là, on s'est envolé dans des frais de service, dans des frais de ceci, dans des frais de cela. La livraison en 2024 a reculé de 3% en commande. 3%. Mais elle n'a pas reculé parce que ce qu'on mange n'est pas bon. Elle a reculé parce que la livraison devient trop chère. Et je pense on devrait faire attention au pouvoir d'achat des Français, qui n'est pas... Enfin, je sais pas, des économistes me disent c'est pas vrai, ils régressent pas. Peu importe. Les Français ont l'impression qu'ils régressent leur pouvoir d'achat. C'est l'impression qui compte. Eh bien, il faut faire gaffe au prix qu'on pratique. Merci beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti un bouquin, voilà, il est là, où vous avez tout pour ouvrir et gérer un restaurant, mais tout là, tout. Merci beaucoup et à bientôt.